Alors, bonsoir, bienvenue tout le monde dans le Web Journal de Radio-Québec. Est-ce que le micro fonctionne cette fois-ci? Édition du 8 mars 2026. Euh, c'est quand même un miracle que je me sois rendu jusqu'au Web Journal. J'ai fait tellement de haute pression cette semaine à lire les informations qui circulaient, les informations plus débiles les unes que les autres, la désinformation, les réactions émotive, sans aucune prise de distance. J'ai répondu à des gens, je m'excuse, j'ai probablement été sec à une couple de reprises. Malheureusement, c'est ma job. Cette semaine, j'ai dû passer 16 heures par jour sur les réseaux sociaux, X et d'autres réseaux, et puis à colliger toutes les informations, à lire des textes et ouais, j'ai sûrement perdu de patience. J'ai sûrement perdu patience à quelques reprises avec des gens, on s'en excuse. Mais c'est ça. Si on veut avoir si on veut prendre le pouls de l'actualité, il faut le faire. J'ai l'impression, moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent, qui se mettent pas les mains dans le cambouis et qui ne se salissent pas, tu vois, et qui, finalement, qui ont des interprétations de surface. Et on fait jamais ça à Radio-Québec. On fait toujours des, euh, des interprétations incisives et on a raison, OK? Et ça va être la même chose cette fois-ci, encore une fois. On va être les seuls à défendre, on va être les seuls au monde, comme ça arrive très souvent à Radio-Québec, on va être les seuls au monde à défendre une certaine thèse sur ce qui est en train de se passer à l'Iran, dans la continuité de ce qu'on expliquait la semaine dernière. Et on va avoir raison comme à chaque fois par le passé, comme on a eu raison avec le Venezuela, c'est la même chose ici. C'est pas parce qu'on voit des explosions que c'est différent. On va l'expliquer. Il y a tellement d'informations, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense que j'ai mal monté le web journal. Ça part dans tous les sens. Là. J'ai mis comme plein de photos ici, de trucs dont je veux parler. Donc, soyez patients avec moi. Je vais essayer de faire ça. C'est ça, j'ai probablement eu quelque chose comme 220 de pression cette semaine, surtout jeudi, vendredi, samedi. Là, j'étais comme. J'ai dû aller m'allonger une couple de reprises. Et c'est un miracle que je me sois rendu jusqu'à ce micro aujourd'hui. Trêve de plaisanterie. Et donc, c'est ça. Si vous, étant donné qu'on est les seuls à défendre cette interprétation et qu'on va avoir raison encore une fois, soutenir Radio-Québec, je demande aux gens qui ont la possibilité de le faire, de nous appuyer de toutes sortes de façons. Vous pouvez le faire en partageant nos idées, en partageant nos tweets, en partageant nos web journaux, mais aussi une contribution, si vous pouvez le faire, une contribution financière. On a la fin de l'année qui arrive bientôt, la fin de l'année fiscale de Radio-Québec qui arrive bientôt. Et donc, on donne généralement les informations à la fin du web journal, mais si vous le pouvez, appuyez-nous et vous ne serez pas déçus parce qu'on va encore une fois ici avoir raison sur ce qui est en train de se produire. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez que je respire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qui n'existe nulle part ailleurs, ce qui est la marque de commerce de Radio-Québec, c'est qu'on va prendre de la hauteur et qu'on va regarder les choses avec de l'objectif. Il y a des gens qui pensent prendre de la hauteur en disant oh, Trump est contrôlé par Israël ou c'est une guerre par procuration contre la Chine, etc. Nah, c'est comme oui, mais non. C'est comme ça, c'est des explications faciles quand tu n'as pas regardé dans le détail. Donc, on va faire deux choses. On va aller macro puis on va aller micro aussi. Donc, on va continuer dans le sens de ce qu'on avait la semaine dernière. J'ai failli commencer ce web journal en disant je me suis dit, je vais faire ça à mes auditeurs en disant, bon, ben, il n'y a aucun bateau américain qui est encore coulé. OK, on se revoit la semaine prochaine, à la prochaine. Mais je ne le ferai pas. Mais il reste que zéro navire américain, zéro navire coulé, zéro avion abattu, zéro base aérienne israélienne détruite malgré les capacités de l'Iran. Et ce qui apparaît ici, c'est que l'Iran n'essaie pas de dégrader les capacités militaires des USA ni d'Israël.
Et là, vous allez me dire, oui, mais ils tirent sur les bases. Ah oui, ils tirent sur les bases. Et là, on va y arriver. La raison pour laquelle ils tirent sur des bases, mais pas sur des bateaux. Donc, il y a plusieurs bases américaines dans la région. On va y aller un petit peu comme rapidement comme ça. Là. Je vais prendre mon air d'aller. Je suis extrêmement nerveux parce que j'ai passé les 3 derniers jours avec de la haute pression. Puis là, je dois faire un web journal. Mais donc, les bases américaines dans la région reçoivent leur lot de tirs de missiles balistiques, de drones, etc., etc. Et donc, pourquoi les bases, mais pas les bâtiments? Donc, c'est la première question que nos stratèges de pacotille devraient se poser. Tu sais, tous ceux qui commentent, là, les experts, là, pourquoi les bases, là, je saute un petit peu du coq à l'âne, c'est pas comme ça que j'étais supposé commencer, mais pourquoi les bases plutôt que les navires? Et pourquoi pas d'avions, etc.? Ben, parce qu'on est dans un processus, comme Trump l'a expliqué dans son National Security Strategy, les États-Unis sont dans un processus de restructuration de leur positionnement stratégique mondial et abandonnent le reste du monde et se concentrent sur ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. Donc, les bases ne sont plus nécessaires. C'est comme les bases en Afghanistan. Ils les ont abandonnées. Les bases ne sont pas nécessaires. Et donc, l'objectif, c'est un retrait américain de la région. Et donc, les Iraniens peuvent tirer autant de missiles qu'ils veulent sur les bases. Les bases ne sont pas une ressource stratégique pour les États-Unis et comptent quitter la région et les bases peuvent être détruites, etc. Les États-Unis vont se concentrer sur l'hémisphère occidental. Et donc, en ce qui concerne, c'est ce que j'ai appelé ici, j'ai fait des web journaux là-dessus, RIP, l'Empire américain, quand Donald Trump a annoncé qu'il mettait un terme, qu'il commençait les licenciements dans la CIA, des mises à la retraite et qui le coupait le USAID et tu vois, toutes les structures de révolution colorées, etc. Ça fait 1 an qu'on en parle. Il y a un repositionnement stratégique des États-Unis global. Il cesse les opérations de changement de régime de la CIA. Là, changement de régime, il n'y en aura pas en Iran de changement de régime. On va y arriver. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de changement de régime malgré ce que souhaite Israël. Et je pense que les États-Unis ont été très clairs là-dessus. Ça va devenir clair à la fin du web journal. Et donc, c'est un repositionnement. Et donc, les bases ne sont pas nécessaires. Maintenant, il n'y a aucun navire coulé malgré les capacités balistiques de l'Iran. Je vous ai montré la dernière fois plusieurs coupures de journaux, pas de coupures de journaux, des articles où on explique que au début du 21e siècle, à l'ère des missiles hypersoniques, les porte-avions sont inutiles et inefficaces et c'est la chose la plus facile à couler. Il n'y a aucune défense contre un missile balistique. Et là, posez-vous la question, pourquoi l'Iran ne tire pas de missiles balistiques sur des porte-avions américains alors qu'ils se sont fait décapiter? C'est-à-dire leur chef suprême là, et 48 autres hauts dignitaires du régime ont été vachement abattus par des traîtres, le démon américain, etc. Ils ne tirent pas. Il n'y a aucune réplique significative. C'est parce que si l'Iran ne réplique pas sérieusement, c'est qu'ils savent que le régime n'est pas menacé. OK? Ils savent que le régime n'est pas menacé parce qu'ils peuvent couler en 1 heure, en 10 minutes. Ils peuvent couler un porte-avions, ils peuvent couler les 2, puis je pense qu'il y en a un troisième, ils peuvent couler les 3 porte-avions américains qui sont dans la région. Okay? C'est pas moi qui le dis, c'est Pete Hegseth lui-même. Pete Hegseth, en 2024, a expliqué que les États-Unis, le Pentagone, dans toutes les simulations qu'ils font avec la Chine, perdent tout le temps parce qu'à chaque fois, tous les groupes de porte-avions qui sont envoyés en Asie pour, par exemple, défendre Taïwan, sont coulés en dedans de 10 minutes par la Chine, par les missiles hypersoniques. Je vous laisse à Pete Hegseth qui dit qu'à l'ère des missiles hypersoniques, il n'y a aucun porte-avions qui survit. All of its war games against China, we lose every time inside the Pentagon war games. We know what our real capability. You see, we didn't even get to this part of the war on warriors. I mean, the military-industrial complex, the way we procure weapon systems. We're always the way our system works, the way our bureaucratic system works, where the speed of weapons procurement works. We're always a decade behind in fighting the last war. Outset. Take hypersonic missiles. So if our whole
if our whole power projection platform is aircraft carriers and the ability to project power that way strategically around the globe, and yeah, we have a nuclear triad and all of that, but a big part of it. And if, 15 hypersonic missiles can take out our 10 aircraft carriers in the first 20 minutes of a conflict. Qu'est-ce qu'on peut faire si 15 missiles hypersoniques peuvent sortir de l'équation, peuvent détruire 10 porte-avions dans les 15 premières minutes, dans les 20 premières minutes du conflit? Vous comprenez? Ça, c'est Pete Hegseth, le ministre de la Défense, qui le dit. Les porte-avions ne servent à rien. L'Iran peut couler les porte-avions. Il ne le fait pas parce qu'il sait que le régime n'est pas menacé. J'ai d'autres... Il y a d'autres personnes qui le disent. J'avais un autre clip, Kyriakou, qui a interviewé un ancien de la CIA, Kyriakou, qu'on a vu récemment sur les réseaux sociaux, qui dit, il a parlé à Douglas McGregor, qui est une nullité incroyable. Douglas McGregor, je ne comprends pas pourquoi les gens le partagent. C'est toujours de la merde ce qu'il raconte. Mais là, ici, il a raison là-dessus. Il dit que Douglas McGregor dit qu'il n'y a aucune parade contre des missiles hypersoniques sur des porte-avions. I was talking to Colonel Doug McGregor a few days ago about Iran's hypersonic missiles. And I said, Doug, I'm not a military guy. I don't know the details of these programs. Can an aircraft carrier defend itself from a hypersonic missile? And he said, no. Il n'y a aucune façon de se défendre pour un porte-avions, se défendre contre un missile. Fait quand on vous dit que l'Iran a lancé un drone sur un porte-avions américain, c'est vraiment du théâtre. C'est comme au Venezuela, quand supposément là, ils avaient tiré sur les hélicoptères et il y a eu du feu sur une base, etc. Il y a de la destruction en Iran, il y a de la destruction aussi en Israël, etc. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que tout est généré par intelligence artificielle, mais c'est comme ce que je disais là. Continuons là, avant d'arriver aux conclusions, continuons. Il n'y a eu aucun avion d'abattu. Okay? Je vais vous donner juste une comparaison pour ceux qui sont un peu dans les trucs militaires. Là. Donc, la Russie a perdu des dizaines d'avions de combat en 2025, production peinant à suivre le rythme. L'Ukraine j'en ai parlé la dernière fois, mais l'Ukraine a un système de défense antiaérien qui est comparable à l'Iran. L'Iran, ça fait 40 ans que l'Iran se prépare à un conflit aérien contre les États-Unis et Israël. Ils savent qu'ils ne peuvent pas y aller par la terre, qu'il ne peut pas y avoir un déploiement de troupes. C'est impossible à cause du terrain et tout. On va y arriver encore une fois, là, le changement de régime, mais ils savent que sur le terrain, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran s'est enterré il y a des dizaines de villes souterraines, littéralement, là, comme Montréal. Ici, on a une ville souterraine, mais l'Iran, c'est des centaines de mètres sous la surface, complètement protégé des bombes bunker buster et un anti-aérien pour se défendre contre ça. Donc, l'Ukraine et l'Iran ont un anti-aérien comparable, sauf que l'Iran, en plus de ça, a une défense en profondeur sous la terre. Eh bien, depuis le début, moi j'ai regardé les statistiques, les chiffres, là, et depuis le début 2022 de l'opération spéciale russe en Ukraine, ils ont perdu 360 avions confirmés visuels et les estimés, c'est au total entre 300 et 600 avions de combat. OK? Ça n'existe pas. Ce qui se passe présentement, où est-ce qu'ils prennent le contrôle du ciel en une journée, en 24 heures, et il n'y a aucune perte, ça n'existe pas. OK? Donc, encore une fois, on est dans la guerre performative, comme dit Aberkan. Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas les liens, là. De sorte qu'ils ont tellement perdu d'avions, les Russes ont tellement perdu d'avions qu'en 2025-2026, ils ont arrêté les vols au-dessus du territoire ukrainien. Et maintenant, comme j'expliquais la dernière fois, il reste au-dessus, il reste comme à 20, 50, 100 km de la ligne de front et tirent ce qu'on appelle des FAP. C'est des bombes glider bombs, c'est des bombes qui planent jusqu'à l'Europe. Donc, ils sont à très haute altitude, puis ils lancent une bombe qui va planer les 20, 50 ou X nombre de kilomètres et explose. Comme ça, les avions ne sont pas menacés. C'est parce que le système d'antiaérien fonctionne et c'est la même chose pour l'Iran. Le système fonctionne, OK? Juste à titre d'exemple, la guerre du Golfe, lors du mois qu'a duré, un petit peu plus qu'un mois, qu'a duré l'opération Desert Storm en 1991, les Américains ont perdu 52 avions contre une DCA anorexique, c'est-à-dire Saddam n'était pas prêt pour une guerre aérienne. Vous rappelez-vous, c'est de l'anti-aérien, genre quelques
quelques SAM et quelques Sol Air Missiles et de l'anti-aérien, genre mitraillette, conventionnel, pas les systèmes compliqués, là. Ils ont quand même perdu 52 avions de combat en un mois. Le truc en une journée, on prend le contrôle du ciel, ils n'ont plus aucun... C'est encore une fois, c'est pas possible. Et l'Irak était un régime qui était non préparé à une guerre aérienne, contrairement à l'Iran qui, lui, est préparé à des systèmes de défense. Ce que vous avez là, c'est pas possible. Et j'arrive pas à comprendre comment les analystes font aucune analyse comparative avec les guerres précédentes, avec l'Ukraine, ils parlent de changement de régime alors que ça a pris à Israël. Ils n'ont même pas été capables de prendre la totalité de Gaza après presque 3 ans, que les États-Unis avaient encore, ont pratiquement seulement été capables de prendre Kaboul et quelques vallées avoisinantes. Après 20 ans en Afghanistan, il y avait encore une présence talibane, que n'importe quel conflit au sol, comme en Syrie, etc., va produire. La Syrie, entre 2011 et 2019, a produit 100 000 morts. 100 000 morts dans les troupes gouvernementales. C'est les troupes gouvernementales avec des tanks et tout, là. Et 100 000 morts dans les troupes du gouvernement syrien. Et ça a duré presque une décennie, cette guerre-là. Et là, penser que... Il y a des gens qui disent, là, c'est la théorie, là, que c'est du suicide. Donc, il y a trop... Allons-y. Et donc, le changement de régime n'a jamais été, contrairement à ce que voulait Israël, fort probablement, le changement de régime n'a jamais été le souhait de Donald Trump, et on va le montrer. Et donc, puis l'autre truc d'après, c'est de dire que les États-Unis sont entrés dans un truc suicidaire. J'ai entendu ça, j'ai entendu le suicide américain. Trump est un cinglé, Trump a perdu la tête. Il joue gros ici, comme si Trump était un gambler, puis il ne savait pas que, en commençant l'opération, que les troupes au sol n'étaient pas possibles, donc le changement de régime n'était pas possible. Et donc, à partir du moment où le changement de régime n'est pas possible, il reste juste un truc, c'est les négociations. Et ça a toujours été le truc de Trump. Et donc, il y a trois analyses, si on systématise ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il y a la clique 1 du changement de régime, là, si on pourrait les appeler les MAGA, les pro-Israël, qui disent qu'il ne reste plus beaucoup de temps à l'Iran, le régime va être décapité et nous avons gagné, etc. Et là, je me suis désabonné de plein de comptes MAGA à cause de ça. Genre, aucun recul, aucune analyse, juste du gros patriotisme qui tâche, mal placé. Ouais, c'est ça, genre propagandiste. Et donc, il y a la thèse du changement de régime qui est complètement farfelue. Allons-y tout de suite avec ça. Allons-y avec changement de régime tout de suite. Trump a dit, d'ailleurs, on lui a proposé, un journaliste lui a posé la question sur l'héritier du Shah, Reza Pahlavi. Et il a dit, il est bien gentil, mais non, on ne prendra pas. He's a nice guy, but I'm looking for someone from within Iran. Il est très gentil, mais on va prendre quelqu'un à l'intérieur de l'Iran. Et ça, c'est probablement le candidat d'Israël, qui essaie de pousser ça. Et après que Trump ait dit non, lui, Pahlavi, je m'excuse, a dit genre oui, j'ai accepté le mandat du peuple iranien pour mener un gouvernement de transition. Ta gueule, connard, personne t'a sonné. Et il va aller nulle part, OK? Malgré les tentatives de le pousser, de le mettre à l'avant-scène, etc. Il y a comme une espèce de cabale sur les réseaux sociaux pour dire que c'est le prochain, etc. Mais finalement, il ne va rien se passer parce qu'il n'y aura pas de changement de régime, comme je l'ai expliqué. Mais là je vais vous montrer 2 clips intéressants. Un, ce que Trump lui-même a dit à CNN, Dana Bash de CNN, et aussi lui, comment il s'appelle? Guillaume Ancel, qui a l'analyse la plus... C'est comme un oasis de fraîcheur. C'est le seul qui a eu des propos intelligents sur les plateaux français de toute la semaine. Donc, Guillaume Ancel sur les objectifs de la guerre et le changement de régime. Vous croyez à une guerre courte, 2 à 5 semaines, comme l'affirme Donald Trump? Oui, probablement moins que cela, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Donald Trump sait pertinemment que son électorat, parce que c'est la seule chose qui l'intéresse avec le fric, ne soutiendra pas un conflit lourd du type invasion de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, il n'y a pas de force d'invasion prévue.
Quand il parle éventuellement des hommes au sol, c'est uniquement pour des échauffourées très nucléaires ou les bateaux. Pardon, mais c'est inatteignable. Donc en fait, il n'atteindra aucun des 2 buts de guerre présupposés. C'est-à-dire le régime ne tombera pas, le programme nucléaire ne sera pas détruit? En fait, il a 2 possibilités. Soit il négocie un accord avec ce qui reste du pouvoir actuel, et j'ai peur que ce soit plutôt ce qu'il a en tête. Ça, Soit c'est il encore espère, possible de revenir bien autour sûr. de la table des Mais d'ailleurs, négociations? il l'a dit avant-hier, que les Iraniens, le pouvoir iranien souhaitait lui parler, et qu'il va leur parler. Simplement, il va attendre le moment nécessaire. C'est-à-dire que là, il a détruit un maximum d'installations iraniennes, il affaiblit le pouvoir pour qu'à la table des négociations, il n'y ait aucun doute sur le fait qu'ils n'ont pas le choix, que le rapport de force cher à Donald Trump soit totalement... C'est ce que je vous expliquais la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il fait pression sur certaines têtes blanches du régime. Mais je pense, contrairement à Ansel, que l'accord avec le haut commandement iranien, peut-être une poignée de personnes, a déjà été conclu. L'issue n'est pas incertaine avec Trump, comme avec Cuba, comme avec le Venezuela, l'issue n'est jamais incertaine. Et donc, l'objectif, ce n'est que de faire pression sur certaines têtes blanches du régime, changer le rapport de force dans la région afin de nudge, comme je disais la dernière fois, forcer l'Iran à accepter un certain nombre de compromis. Je vous montre un autre clip sur le changement d'Anna Bash, justement, Trump qui dit... Regime change. Trump qui dit à Dana Bash, il dit: le président Donald Trump a déclaré vendredi à Dana Bash de CNN que les dirigeants iraniens avaient été neutralisés. On sait que c'est pas vrai, là, mais c'est de la communication de guerre, et qu'il recherchait un nouveau leadership qui traiterait bien les États-Unis et Israël. C'est ce qu'on va avoir à la fin, et c'est pour ça que tout le monde va être content. Tout le monde dit: ah, la guerre, etc. Il a rompu ses promesses, etc. Mais quand, comme avec Delcy Rodriguez du Venezuela, ils vont serrer la main, tout le monde va comme... C'est comme... J'ai déjà expliqué de quelle façon ils gèrent les attentes et de quelle façon... Il y a comme une espèce de tension qui monte, puis après ça, ça va super bien, comme il serre la main et on est arrivé à la paix et la région est pacifiée, etc. Le meilleur résultat possible va se produire. Et donc, il cherchait un nouveau leadership qui traiterait bien les États-Unis et Israël, même s'il s'agissait d'un chef religieux et non d'un État démocratique. Donc, il ne cherche pas à imposer la démocratie, il ne cherche pas le changement de régime, il cherche même un chef religieux. Comme il le disait ici, on cherche quelqu'un à l'intérieur de l'Iran. Je vous montre ce qu'il expliquait à Dana Bash. Delcy Rodriguez, and he said she's doing a very good job. I said, well, would you be okay with a religious leader in Iran? And he said the answer is yes. It doesn't necessarily have to be a democratic leader in Iran. It just has to be somebody who treats the U.S. and Israel fairly, as well as people in the... Voilà, on n'a même pas besoin d'avoir la démocratie, on voit juste un leader religieux qui traite qui a changé la dynamique entre Israël et les États-Unis, puis aussi qui traite bien sa population. C'est ce que tout le monde veut. Puis quand il va avoir ça, parce que c'est ça qui va arriver, il va signer la main, il va avoir des accords, etc. Tout le monde, ça va être comme un déferlement de joie, et ça va être comme « Wow, le monde a changé, Trump a réussi, etc. etc. » Donc, il y a aussi d'autres personnes sur les plateaux français qui ont compris ça. Donald Trump, on a dit, son discours n'était pas clair au début. On s'est demandé s'il voulait un changement de régime, faire tomber le régime ou pas. Quand il dit qu'il veut maintenant être partie prenante pour désigner le successeur d'Ali Khamenei et que ça pourrait être un chef religieux, ça ne le dérange pas. Il y a encore pire que ça, il a dit qu'il avait pensé à quelqu'un qui était mort. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un du régime auquel il avait pensé. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas assumer clairement un régime change comme les Israéliens le font. Même si Donald Trump l'a théorisé. Ils cherchent quelqu'un à l'intérieur du régime, c'est-à-dire un religieux. Ils vont avoir quelqu'un avec qui ils vont pouvoir... La ligne va être adoucie. C'est exactement ce que j'ai expliqué depuis le début, depuis l'été dernier, depuis juin 2025. Les gens commencent à réaliser qu'il ne peut pas y avoir un changement de régime pour différentes raisons. Il y a un truc ici sur les villes souterraines en Iran. À plusieurs centaines de mètres sous le sol iranien, une véritable artillerie. Elle est montrée ici dans une vidéo de propagande publiée en 2025 par la République islamique. Des kilomètres de tunnels. Des kilomètres de tunnels sont enterrés. Trump le sait depuis le début. Et donc, pourquoi les gens parlent de cinglé qui va se casser la gueule, etc.
Et donc, le changement de régime, ici, ça c'est une des thèses qu'on a retrouvées sur Internet. Changement de régime, ça n'a jamais, contrairement à ceux qui défendent ça, ça n'a jamais été la position de Trump. Après ça, il y a la position Trump est un cinglé, c'est un suicide, il fait le jeu d'Israël, etc. Non, ce n'est pas le jeu d'Israël, c'est le repositionnement stratégique des États-Unis. Et les gens qui sont sur la ligne cinglée, suicide, etc., c'était les mêmes qui nous disaient que Trump était fou d'avoir fait ce qu'il a fait au Venezuela. Il est allé avec ses hélicoptères à Caracas, et là, c'était « Ah, il a brisé le droit international, etc., etc. » Or, cette semaine, Doug Burgum du département de l'Intérieur rencontrait Delcy Rodriguez. Comment expliquer? Encore une fois, c'est le même modèle que l'Iran. Je l'expliquais la dernière fois, une opération impossible. Les Iraniens, même si pardon, les États-Unis avaient une arme comme le fameux Discombobulator. Pendant qu'ils étaient au-dessus de Caracas, le Venezuela, qui se fait décapiter son leadership, exactement comme l'Iran, aurait pu tirer un missile sol-mer sur un des croiseurs américains. Ça se fait comme ça. Le bateau coule. Il n'y a pas de défense. En tout cas, ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé. Les Américains sont venus, puis sont venus cueillir comme Maduro, comme une pomme, puis après ça, tout va bien. Et là, ils ont juste des bons mots pour tout le monde. Ils se tapent dans le dos Delcy Rodriguez et Doug Burgum, etc. Elle félicite le président Donald Trump. So, I would like to also take this opportunity to salute and thank President Trump for his post, which he did just as we were meeting. Since that operation, we've been working closely with the new president of Venezuela, Delcy Rodriguez, who's doing a great job working with us. She's doing a great job. Et ça va être la même chose avec l'Iran. Éventuellement, il va comme louer ou louanger l'accord avec le nouveau régime. Là, maintenant, c'est comme c'est les pires bouchers sanguinaires, comme Kim Jong-un était le pire boucher sanguinaire avant de lui serrer la main. Et c'est la même chose avec l'Iran. Ce sont les pires bouchers sanguinaires. Mais après ça, dès qu'il va y avoir un nouveau leadership, ça va être genre, nous félicitons le nouveau leadership pour son ouverture, etc. Et là, tout le monde va être comme, ah! Hein, je vais m'abstenir. Et donc, c'est ça, il y a Doug Burgum qui est allé rencontrer cette semaine le secrétaire de l'Intérieur américain qui est allé rencontrer Delcy Rodriguez. Ils étaient tous sourires, etc. Il vient de se faire kidnapper. Et vous y avez cru, n'est-ce pas? Quand c'est arrivé, le truc d'hélicoptère, je vous ai expliqué que c'était pas possible, puis que c'était comme qu'il allait avoir aucune conséquence, mais vous y avez cru quand même, parce que vous n'êtes pas capable de sortir de vos hosties d'ornières. Il n'y a personne qui est cartésien ici sur X, aucun analyste. Qu'est-ce que c'est? Des cartes, c'est le fait que les sens sont trompeurs, c'est le rationalisme. C'est comme un représentant ce qu'on appelle le rationaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement faire confiance à nos sens qui nous déçoivent, qui sont trompeurs, on croit que, etc. Et donc, il faut reculer vers la raison. Donc, prioriser la raison sur les sens, n'est-ce pas? Et c'est l'essence de l'art de la guerre, puisque tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes capable, feignez l'incapacité, actif, la passivité, proche, faites croire que vous êtes loin, faites croire que vous êtes proche. Ce n'est que ça. Et là, présentement, tout le monde réagit à chaud. Je veux dire, sans aucun recul sur les événements. Ce qu'on propose à Radio-Québec, c'est de s'éloigner du torrent de boue d'informations sur X et de trucs contradictoires et d'avoir une perspective stratégique, de regarder, je m'excuse, je parle fort, de regarder ce que Trump a fait par le passé, c'est quoi ses objectifs, que ce n'est pas un imbécile, un cinglé qui n'a pas opéré un suicide, c'est quelqu'un qui est toujours plusieurs coups à l'avance, très organisé, et oui, c'est le maître du chaos, c'est que ça a l'air chaotique, lui-même fait des déclarations contradictoires, mais au total, au final, c'est toujours le même résultat, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire que présentement, voyez ici,
l'envoi des troupes au sol est une perte de temps. Ça a été exclu complètement. Et là, maintenant, le régime iranien a dit en début de semaine qu'il voulait discuter et c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que le sous-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht Ravanchi, je l'ai bien eu, a annoncé qu'ils étaient prêts à discuter l'Iran dit qu'il est prêt à abandonner son programme nucléaire si les États-Unis font une offre satisfaisante. Les discussions vont reprendre. La fin de la guerre est certainement déjà planifiée. Il s'agit d'opérer un certain nombre de frappes stratégiques, c'est-à-dire que oui, il y a un aspect diplomatique où on fait pression, comme je l'ai expliqué, on se positionne contre certaines têtes blanches, on affaiblit le pouvoir de certaines têtes blanches, et aussi il y a fort probablement eu déjà des négociations sur le fait que l'Iran n'allait pas avoir le droit d'avoir une marine, et c'est pour ça qu'ils ont détruit tous les bateaux iraniens, et il y a ce truc-là où est-ce que les Iraniens n'attaquent pas les bateaux américains, seulement les bases dont ils n'auront plus besoin dans quelques mois. Hein, ils ont quitté l'Afghanistan, ils ont réduit leurs effectifs en Irak, partout au Moyen-Orient, etc. Il reste juste quelques bases, etc. Et bientôt, ils n'en auront plus besoin. Donc, frappez-les comme vous voulez. Et cependant, il était la navigation libre dans le détroit d'Ormuz et plus aucune menace sur l'approvisionnement en pétrole mondial par une marine iranienne a probablement aussi été négociée. Et c'est la raison pour laquelle les bateaux coulent, ça a été convenu d'avance, etc., etc. Okay? Donc, ils sont capables de mettre en scène un certain nombre de choses. Rappelez-vous, encore une fois, l'opération au Venezuela, il y a comme des trucs, des explosions. Il était censé y avoir plusieurs morts à Caracas. Et il y a même alors que tout était planifié d'avance, il y a même un pilote blessé qui a été décoré de la médaille du Congrès, la médaille d'honneur du Congrès. Imagine le gars, il sait qu'il n'a rien fait, mais comme il reçoit quand même, c'est ça sa job. C'est des opérations spéciales, genre les forces, les Special Forces, on te demande de faire une opération psychologique, de recevoir une médaille pour un raid qu'il y a. Mais là, tu dis, ah non, Alexis, il y a les Cubains qui sont morts. Il y a les fameux 32 Cubains qui sont morts. Et il y a eu même eu une parade à Cuba, là, genre les 32 Cubains qui sont morts, etc. Mais si on comprend que, encore une fois, tout ça a été réglé d'avance, Cuba a participé, parce que Cuba, maintenant, si on le sait, Cuba va aussi se libéraliser. Je ne sais pas si c'est démocratisé, il n'y a pas encore d'annonce, mais cette semaine, Trump annonçait que Cuba allait avoir un réel changement de régime, d'où pas un changement de régime imposé. C'est d'ailleurs ce que disait le président cubain Miguel Díaz-Canel. Il expliquait qu'ils étaient en discussion avec les États-Unis pour libéraliser, avoir un changement de régime dans le respect mutuel, pas avec la force. Parce que c'est ça, Trump. Okay? C'est quand ça a l'air d'être de la force, en fait, il y a en coulisses des négociations et ça se fait de façon mutuelle parce que Trump est un négociateur, c'est pas un va-t-en-guerre. Donc, qu'est-ce que disait le président cubain? Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una position de respect. Position de respect, d'égal à égal, sans précondition, etc. Ça, vous voyez comment c'est bien fait. Donc, une position de respect. Ce n'est pas les États-Unis qui arrivent et qui étranglent Cuba. Cuba arrive eux-mêmes, le régime arrive lui-même à cette propre conclusion-là. On remercie Hello de Hello Traduction pour toutes les traductions qu'on fait. On ne l'a pas remercié la dernière fois, c'est super. On lui envoie ça à la dernière minute et puis elle nous fait ça presque spontanément. Merci beaucoup, c'est très, très, très apprécié. Et donc, ne voyez-vous pas le pattern, c'est toujours négocié en coulisses. Si c'est annoncé maintenant, c'est que ça a déjà été probablement presque tout ficelé par le passé. Trump, on l'a déjà expliqué, quand il fait une annonce, c'est que c'est déjà réglé. On l'a montré à plusieurs reprises.
Et donc, regardez, Cuba, Venezuela, c'est comme, tu sais, ils sont presque, c'est presque, tu sais, c'était presque la Saint-Valentin entre Doug Burgum et Delcy Rodriguez. Comment expliquer ça? Même chose avec Cuba. Et donc, quand on dit que les 32 trucs de Cuba sont morts, ça faisait probablement partie de la même opération psychologique de discombobulator. Et donc, Cuba joue le jeu, comme le Venezuela joue le jeu, etc. Et ça va être la même chose avec l'Iran. Donc, pas de changement de régime. C'est pas le truc de Trump, OK? Contrairement à tous les imbéciles qui... Je veux pas... Il y a des amis qui pensent au changement de régime, mais je veux pas tout le monde mettre tout le monde dans le même panier, mais... Non, je vais retirer imbécile. Je m'emporte des fois, mais après ça, il y a les cinglés. Trump est un cinglé. Trump, tu sais... un suicide politique, c'est pas du tout un suicide politique. Et après ça, il y a l'interprétation Q, Patriots in control, les patriotes sont en contrôle, il n'y a jamais de dérapage. Et c'est d'ailleurs ce qu'a publié la Maison-Blanche aujourd'hui même, 8 mars. Hein? Patriots are in control, ça c'est un truc de Q. Guerre aérienne, c'est moi un pilote. Patriots in control, in case you missed it. Les patriotes sont en contrôle. Et ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'on est en train de dominer l'Iran. Patriots in control, ça veut dire que malgré les apparences de dérapage ou que ça va mal, etc., tout est sous contrôle. Okay? C'est ce que j'explique. C'est la même chose avec fucking le Venezuela, avec Cuba, etc., avec Kim Jong-un, Patriots in control. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale avec la Corée du Nord. Les patriotes sont... Pourquoi Patriots in control? Parce que c'est déjà réglé d'avance. OK? Et encore une fois, là, tu dis, oui, mais Alexis, ils ont tué l'ayatollah. Non, ils ont fort probablement, en tout cas, en ce qui me concerne, ils ont d'aucune façon tué le leader iranien, étant donné que l'objectif, c'est de mettre quelqu'un de modéré à la tête de l'Iran. C'est comme Maduro, tu retires le leadership. Et par exemple, il y a des trucs, par exemple, qui montre que, premièrement, c'est impossible, c'est hautement, je l'ai expliqué la dernière fois, c'est pratiquement impossible de certifier que quelqu'un est mort avec une frappe aérienne. C'est pratiquement, en termes militaires, là, soyons clairs, ceux qui suivent les opérations militaires depuis un certain temps, tu ne peux pas tirer un missile à, je ne sais pas, comme à 20 km sur un bunker, puis dire 1 heure après, nous certifions que le gars est mort. C'est impossible. Parce que il y a toutes sortes parce que tu n'as personne sur le terrain pour vérifier, voir le cadavre, il y a un ensemble de trucs qui rendent ça impossible. Et donc, juste le fait de dire après une heure de la frappe, il est mort, alors que ça arrive, des personnes annoncées mortes qui survivent, ça arrive à tous les... à toutes les années, il y a des leaders talibans, des leaders de l'État islamique, des leaders de Boko Haram, etc., de Al-Qaïda, qui sont frappés. Ils ont la certitude qu'il est dans ce bunker-là ou qu'il est dans cette maison-là. Ils frappent avec un missile. Il est annoncé mort, le leader est annoncé mort, et 2 semaines après ou 1 an plus tard, on le voit apparaître, puis non, il n'est pas mort, etc. Et donc, c'est pratiquement impossible de certifier la mort de quelqu'un. Et donc, si 1 heure après ou 2 heures après, on certifie la mort de quelqu'un, c'est parce que c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit au Québec. Parce qu'il n'y a aucune... Les experts militaires savent qu'il n'y a aucune façon de certifier, comme avec Abu Bakr al-Baghdadi, le leader de l'État islamique, qui avait été annoncé mort par une frappe russe en 2017 en Syrie. Finalement, il n'était pas mort et Trump l'a annoncé mort en 2019. Abu Bakr Shekou, il a été annoncé mort à plusieurs reprises, un des leaders de Boko Haram, par des frappes aériennes. J'ai juste pris ceux qui étaient morts par des supposées frappes aériennes, supposément morts par des frappes aériennes. En 2009, en 2011, à plusieurs reprises, il a été annoncé mort par des frappes aériennes et genre les généraux américains de Central Command, tu sais, dans leur... avec tous les écrans et tout, puis les trucs, là, genre les battle damage assessment, les ordinateurs et tout, gentil, le confirme mort et il réapparaît par la suite parce que c'est facile de tromper pour une frappe aérienne. Omar al-Shishani,
un des leaders de l'État islamique, supposément mort en 2016, il réapparaît avec des audios et des vidéos par la suite, bien vivant. Mullah Akhtar Mansour, je parle trop, je pense que mon ton est peut-être irritant, je suis trop... je suis trop sur une lancée, là. Mullah Akhtar Mansour, 2016, annoncé mort en 2016, un des leaders talibans. Il réapparaît en 2017-2018 par des frappes aériennes, là. Nour Wali Menshoud, supposément mort en... Je ne me rappelle plus son cas, lui, là, en 2025. Il réapparaît par la suite. Ilyas Kashmiri, supposément mort de Al-Qaïda, supposément mort en 2009. Il réapparaît par la suite, etc. Anwar Al-Awlaki, supposément mort en 2009, il réapparaît en 2011. Il est finalement tué en 2011 au Yémen, un des leaders d'Al-Qaïda. Mokhtar Ben Mokhtar, supposément mort par une frappe aérienne en 2015 à Al-Qaïda en Libye, il réapparaît par la suite, et etc., etc. Même chose avec Ben Laden. Rappelez-vous, Ben Laden, à plusieurs reprises, on l'avait annoncé mort et finalement, il réapparaît toujours par la suite jusqu'à temps que une équipe de Navy SEALs s'en occupe, au Pakistan, etc., avec toutes les incohérences que ça... Et donc, même chose ici, encore une fois, lors de cette opération-ci, des rapports viennent de sortir qui montrent que Ahmadinejad, le leader, l'ancien président Ahmadinejad a été tué, nous dit, il y a plusieurs médias qui l'annonçaient mort, et il y a même Dieudonné qui a, sur sa page, qui a montré la photo, puis qui a dit « Salut mon vieil ami », et puis, donc, mais... Bon, l'ancien président iranien Ahmadinejad est toujours vivant. Ça, c'est aujourd'hui, là, en mars, là. Et donc, je suis retourné sur la page de Dieudo, voir si... Je pense qu'il a effacé son tweet. J'avais vu, je l'avais vu passer, puis là, je suis retourné, puis il n'a plus rien effacé son tweet. Et donc, il n'y a rien de plus facile que de faker une mort par frappe aérienne. Pourquoi? Je vous montre ici la vidéo d'Ahmadinejad, bien vivant. Rappelez-vous aussi, l'été dernier, il y avait plusieurs personnes, plusieurs dignitaires du régime avaient été annoncés morts par frappe aérienne, et je vous avais montré les vidéos 2 semaines plus tard où est-ce qu'on les voyait réémerger dans la foule, etc. Il n'y a rien de plus facile à tromper qu'une frappe aérienne. Si tu veux des nouveaux papiers, là, si tu veux changer d'identité, là, arrange-toi pour te faire frapper par une frappe aérienne puis déclarer que tu es mort. Puis après ça, tu prends tes papiers puis tu t'en vas vivre à Chypre avec tes nouveaux papiers d'identité. Parce qu'il n'y a aucune façon de certifier la mort. Et donc, quand tu vois les Israéliens et les Américains qui affirment avec certitude la mort de quelqu'un 1 heure après, alors que ça pourrait leur éclater au visage dans le genre, il réapparaît 1 semaine après, où il est bien vivant dans un hôpital, ou etc., il n'y a aucune façon de le... Et donc, ici, ce qui met la puce à l'oreille, c'est la certitude. Parce que c'est impossible d'avoir une certitude parce qu'ils n'ont personne sur le terrain et ils peuvent se faire tromper par des communications dans le genre, les Iraniens disent « Ah, l'ayatollah est mort, etc. » Puis là, « Oh, on va annoncer ça au monde entier. » Puis là, ils se font avoir. Il est toujours vivant, etc. C'est la certitude qui rend ça ultimement suspect. OK? Pour plusieurs raisons. On demande à Grok la vérification d'un confirmed kill, d'une mort certifiée lors d'une frappe aérienne ou drone est extrêmement difficile pour plusieurs raisons structurelles et opérationnelles. Ces défis expliquent pourquoi on voit régulièrement des annonces initiales de morts suivies de démentis vidéo, etc., etc. Bon, là, on sort tous les trucs. Il n'y a personne sur le terrain. Il y a comme pour vérifier, blablabla. Je ferai une capture d'écran. Et là, on dit donc... les armées annoncent parfois un kill probable ou confirmé par intelligence pour des raisons politiques, de communication, montrer le succès, etc. Mais la confirmation réelle peut prendre des semaines et des mois, voire ne jamais arriver. Il n'y a aucune façon qu'ils puissent certifier, à moins d'être certain qu'il ne réapparaîtra pas, là. Et donc que ce soit convenu avec les Iraniens. Il n'y a aucune façon de certifier qu'il est réellement mort. Le fait qu'ils aient la certitude et qu'il l'ait certifié alors que ce n'est pas possible, ça, c'est tout de suite la puce à l'oreille. Et donc, en résumé, même avec des armes précises, la confirmation fiable d'une mort repose sur des preuves physiques ou biologiques quasi impossibles à obtenir en temps réel dans ces contextes asymétriques. C'est pourquoi les cas de ressuscité
sont fréquents. L'annonce initiale est basée sur l'intelligence forte, mais pas infaillible. La réalité du terrain contredit souvent. Et juste le fait qu'ils aient certifié et qu'ils aient pris la chance de perdre la face, ça vous montre que c'était arrangé d'avance. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique, là. OK, vous avez compris. Le fait que ça a été certifié, c'est que ça a été convenu avec les Iraniens, parce que tu ne peux pas le certifier, puis ça peut t'exploser au visage. Méditez là-dessus, là. Tu sais, les géopoliticiens de pacotille, là. Pensez bien à tout ça, là. Tu sais, une confirmation est impossible. Voilà, en tout cas, je pense que vous voulez que je passe à un autre sujet. Tout ça pour dire qu'on est rendu à combien? 48. Tout ça pour dire que... est-ce que j'avais autre chose? Je pense que je suis parti comme un fou, là. C'est ça. Tout ça pour dire que jamais Trump n'aurait, en année électorale comme ça, à quelques mois des midterms, jamais Trump n'aurait pris la chance de tout perdre. C'est-à-dire d'entrer dans une guerre dont l'issue n'est pas certaine, avec un possible effondrement complet de ses appuis. Là, ses appuis diminuent, mais c'est, encore une fois, étant donné que Trump, c'est le maître du chaos, il y a une raison pour laquelle, pas pour laquelle ses appuis diminuent, mais je vais y arriver, là. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec Israël là-dedans. Mais tout ça pour dire que la fin de la guerre est déjà planifiée, comme pour les mêmes raisons logiques qui font en sorte que tu ne peux pas annoncer une mort par frappe aérienne, certifier une mort par frappe aérienne, sauf si tu t'es pas entendu avec le régime iranien à l'avance, parce que tu pourrais perdre la face. C'est la même chose avec l'issue de la guerre. Ça n'a jamais été à propos du changement de régime. Étant donné que tu ne sais pas à propos du changement de régime, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose avec aucun but stratégique, etc. Parce que tu sais que tu as une échéance qui s'en vient. Et que quand on pose la question à Donald Trump, je pense que c'est ça ici, il dit « Ne vous inquiétez pas, les prix du pétrole augmentent, etc. Ça va faire mal pour les midterms, etc. » Trump qui dit « Ne vous inquiétez pas, les prix du pétrole vont descendre. » Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Les prix du pétrole vont descendre. C'est peut-être ça ici. There's just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict with no clear end in sight and no clear objective. He's defined that objective as Iran cannot have a nuclear weapon and has to commit long-term to never... C'est pas ça. Mais il y a un endroit où est-ce qu'il dit que ne vous inquiétez pas, les prix du pétrole vont descendre. Je sais pas, c'est... En tout cas, c'est ça ici, voilà. Donc, c'est toujours dans Danabash. Je pense que c'est le même que tout à l'heure. Il a également déclaré que Cuba allait bientôt tomber et a évoqué le prix de l'essence. C'est dans Danabash. Je vais y aller tout de suite parce que c'est important pour comprendre qu'il sait déjà que les prix du pétrole vont descendre parce que ça va être réglé. Delcy Rodriguez, and we have to be a democratic and Israel fairly in the... OK. Désolé, je ne l'ai pas, mais il dit dans cette entrevue-là, il dit justement que les prix du pétrole vont tomber, etc. Pourquoi il sait que les prix du pétrole vont tomber? C'est parce que la guerre ne durera pas longtemps. Pourquoi il sait que la guerre ne durera pas longtemps? Parce que les négociations ont déjà eu lieu. Et donc, les prix du pétrole ici, vous voyez, les prix du pétrole, vers quoi on s'en va? On s'en va vers un boom économique à partir de l'été. À partir du mois de mai, il y a le directeur de la Fed qui va être changé. Un nouveau directeur, Jérôme Powell, va finir son mandat à la Fed et lui, il était reconnu pour maintenir des taux d'intérêt élevés. Et ce qu'on va voir présentement, c'est avec le nouveau directeur de la Fed, une baisse des taux d'intérêt. C'est ce que Trump veut. Donc, une baisse des taux d'intérêt, une baisse du coût du pétrole. On va avoir un gigantesque boom économique. Juste ça, c'est au mois de mai, juste avant les midterms, c'est que là, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça va être une période de croissance économique. Et donc, ça a déjà été planifié. Le pétrole ne restera pas élevé longtemps. Il va y avoir une baisse des coûts de l'énergie parce que, ben oui, maintenant, il va y avoir, c'est comme avec le Venezuela, le Venezuela pompe et envoie du pétrole aux États-Unis.
Et ça va être la même chose avec l'Iran. Ils vont, il va y avoir une libre circulation du pétrole et puis les coûts de l'énergie vont descendre, les taux d'intérêt vont... Et donc, avec des coûts d'énergie bas et des taux d'intérêt aussi très, 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 très bas, j'allais dire, the perfect storm pour une explosion économique. C'est tout bien calculé. OK? Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? J'ai fait ça, je pense que j'ai fait ça, j'ai parlé trop vite et puis on pourrait presque faire... ah oui, c'est ça, peut-être ça ici, là, et finalement Israël. Juste un dernier mot sur... un dernier mot ouais, sur il y a ce que je disais tout à l'heure à propos des influenceurs MAGA qui sont comme qui renient Trump et puis qui critiquent Israël, etc., etc. Il y a Marco Rubio qui, en début de semaine, a essentiellement laissé échapper que les États-Unis étaient en guerre à cause d'Israël. Donc, sometimes the truth accidentally slips out, nous dit Ron Paul, le libertarien. Rubio spills the bean on why the US attack Iran. Il a essentiellement dit que les États-Unis ont dû y aller parce que sinon Israël y allait seul, etc. C'est comme si Israël était la cause du conflit, que les États-Unis étaient subordonnés à Israël, etc. Ben, il y a des gens qui disent que c'est une erreur. C'est pas une erreur, ce genre aux États-Unis, ce genre de déclaration-là. Aux États-Unis, la communication politique, ça va jusqu'au groupe des think tanks pour savoir quelle couleur de cravate, etc. C'est une sortie bien calculée qui pointe du doigt Israël et qui alimente, encore une fois, tout la critique d'Israël aux États-Unis, dans le genre, on n'a pas à y être, on fait ça pour un autre pays, etc. Ce qui va faire en sorte que l'opération en Iran va coûter à Israël ses dernières cartes politiques à Washington et rendre toute future pression impraticable. Ce qu'on veut, justement, et là, c'est Trump, en se collant sur Israël, fait en sorte que, finalement, Israël que l'alliance États-Unis-Israël soit critiquée. C'est critiqué par Tucker Carlson, qui va très, très, très loin dans ses... il est rendu presque aussi loin que Pierre Hillard. Marjorie Taylor Greene, etc., une grosse partie du mouvement MAGA est finalement contre. Mais finalement, c'est ça, c'est que cette critique d'Israël... il y a deux choses, encore une fois. Il y a deux trames narratives. Il y a le fait que Israël va avoir il va y avoir la paix au Moyen-Orient, peut-être pas exactement la paix qu'Israël aurait souhaité avec un changement de régime, mais il va avoir, avec les accords d'Abraham, la possibilité, une paix dans la région et la possibilité pour les États-Unis de se retirer, comme j'ai expliqué. C'est pour ça qu'ils laissent faire leur base. Ils s'en fichent parce qu'ils n'en auront pas de besoin. Et donc, ils vont pacifier la région d'une part, et d'autre part, ça fait longtemps que je l'explique, il va y avoir eu cette opération de communication qui va faire en sorte qu'Israël va être... le contrôle d'Israël sur le Congrès va s'amenuiser avec le temps, avec la critique, avec parce que c'est le niveau de critique qu'on a présentement aux États-Unis contre Israël, c'est du jamais vu. Et ça s'opère à l'intérieur du mouvement MAGA. Okay? Donc, c'est une stratégie... Israël a à la fois ce qu'il veut, mais aussi perd le contrôle sur le gouvernement américain, en tout cas une partie de son contrôle, de sa légitimité, de son... rappelez-vous, à partir du 7 octobre et l'opération sur Gaza, à quel point ils ont perdu des points dans l'opinion publique, pas seulement mondiale, mais américaine, à quel point ils ont perdu des points. Et là, les déclarations comme celle de Rubio, les attaques de Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene vont accentuer ça. C'est pas un hasard. Et il y a même les médias israéliens qui disent la gigantesque bourde de Rubio. Mais c'est pas une bourde, ça participe de cette espèce d'effort de communication de « oui, on vous donne votre paix et un régime stabilisé en Iran, puis mais nous autres, on se retire, puis arrêtez de nous faire chier aussi avec le contrôle puis le chantage, etc. » Donc, vous voyez ici les représentants de l'armée israélienne. Israël affirme qu'il n'a pas entraîné les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Maintenant, c'est très, très, très... c'est out in the open, comme on dit, là. C'est très, très, très controversé, le fait de devoir déplacer des troupes américaines pour aider Israël. Ils sont obligés de s'en défendre devant la caméra. Et comme je dis, c'est probablement la dernière fois que ça se passe. Et donc, l'Amérique ne laissera pas
ne se laissera pas entraîner par Israël. Il s'agit d'une opération conjointe, etc. Et il y a aussi donc une nouvelle site de nouvelles israéliennes qui dit la bourde de Rubio, etc., etc. Mais c'est pas une bourde, c'est de la communication visant à découpler les États-Unis d'Israël. Meanwhile, Marco Rubio, and possibly the most damaging comment for Israel yesterday, said that the Israelis were planning an attack, and the Americans felt that if they didn't preemptively strike Iran, that the most damaging. Donc, tout ça pour dire que oui, les États-Unis peuvent être amis avec Israël, leur laisser une région comme pacifiée avec les accords d'Abraham, etc. Mais de l'autre côté, contrairement à ce qu'on a vu au cours des peut-être 40-50 dernières années, les États-Unis ne seront plus toujours là parce que maintenant, l'opinion publique ne le permet plus. Okay? Donc, maintenant, à vous de bien gérer votre voisinage. Un dernier mot maintenant sur les trucs qu'on a vus. Il y a de la désinformation fort probablement mise de l'avant par les services de renseignement israéliens, comme ces personnages-là, visages cachés apparemment de l'armée iranienne qui font défection. Je pense que ça, c'est des vidéos de guerre, d'opérations psychologiques. Ils n'ont aucune façon d'identifier, puis je ne pense pas qu'il y a une défection massive des troupes iraniennes. Même chose ici avec le commandant qui continue de survivre. Le mystère s'approfondit autour de Kani et la question de l'espionnage. On essaie de faire passer le chef des gardes révolutionnaires, Kani, qui avait survécu à une frappe aérienne l'été dernier. Comme un agent du Mossad, évidemment, Israël ne laisserait couler l'information à l'effet que tel ou tel dignitaire du régime est un agent israélien, parce que si tu fais ça, tu perds ton réseau, il va se faire interroger et ils vont savoir finalement comment il a été recruté, par qui, à quelle date, à partir de quel moment, quels secrets d'État ont été compromis, etc., etc. Et donc, tu ne veux jamais dire ça. Tu ne veux jamais dire ça. Le fait de couler une information comme celle-là, ça, c'est de la désinformation. Là. Le fait de couler une information dans le genre « tel dignitaire du régime est une taupe israélienne », ça, c'est juste pour semer la pagaille dans le camp adverse. Et genre... briser la confiance à l'intérieur du régime. C'est genre tout le monde est un agent israélien, etc. Et donc, tu ne peux pas faire confiance à personne. Ce sont les opérations de guerre psychologique, comme le fait ici de dire caméra piratée, algorithme espion, comment Israël a opéré à Téhéran, en nous faisant croire que la frappe israélienne sur le bunker de l'Ayatollah, ils ont réussi à savoir où il était avec des caméras, en prenant le contrôle des caméras de sécurité. Encore une fois, tu ne vas jamais dire... que ton opération a été effectuée de telle ou telle façon et que tu as pris le contrôle des caméras de sécurité, parce qu'après ça, genre, les informaticiens iraniens vont être capables de savoir exactement où sont les failles dans leur système, qui est rentré à quel... tu ne veux jamais donner des informations comme ça. Et donc, ça fait partie de stratégie de guerre de l'information. OK? Je pourrais aller dans le détail, mais on arrive à la fin du web journal et je suis épuisé. Tout ça pour dire, on va terminer là-dessus, qu'il y a tellement de désinformation sur X présentement. Quand Elon Musk disait « You are the media now », je ne sais plus si c'est réellement possible. Il y a des gens qui retweetent n'importe quoi. La Chine a envoyé des avions de combat pour aider l'Iran. Telle personne est morte. Un autre, le bunker X a été attaqué. Voici, il n'y a aucune source. Donc, il y a de la désinformation gouvernementale, comme celle que je vous ai expliquée, là, avec les caméras de sécurité, Kani, etc. Il y a un chaos informationnel délibéré. Il y a plein de comptes. J'ai failli avoir une planche avec juste des trucs de désinformation. Toutes sortes de comptes, avec X nombre de... Là, tu regardes, ils ont comme 35 000 abonnés. C'est des bots, puis ils sortent de la désinformation, des nouvelles sans source, comme des parachutistes américains ont été arrêtés sans aucune source. Puis après ça, il y a des gens qui partagent ça par insouciance. Et donc, ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait... Elon Musk dit « You are the media now ». Je ne pense pas rendu à l'état où est-ce qu'on est rendu, au moment où est-ce qu'on est rendu, à l'étape où on est rendu sur Internet. Je ne pense pas qu'on... J'ai quand même un peu perdu foi dans l'information sur... C'est pour ça que je m'énervais, c'est pour ça que je me suis énervé cette semaine, là, parce que j'ai vu tellement de fakes sortir. Et les gens partagent et like sans jamais demander de source. Et donc, maintenant, à partir de maintenant,
demandez des sources. Demandez des sources. Chaque fois que vous voyez un tweet, pas juste pour la guerre en Iran, pour n'importe quelle affirmation abracadabrante. Les Navy SEAL ont... Moi, j'ai vu, rappelez-vous, c'est quoi, le genre... Zoé Sagan, où il y avait eu comme 99% youth, il y avait comme plein de comptes comme ça, genre qui font juste sortir des... Chaque fois que vous avez une information comme une grosse information, là, ça prend une coupure d'écran, ça prend une source, etc. Ne faites pas juste repartager ça, parce que il faut commencer à demander où sont les sources, à partir de sur quoi tu te bases pour affirmer ça. Si on ne fait pas ça, on ne sera jamais capable de remplacer les médias. On est encore loin, loin, loin en arrière. Là, puis malheureusement, les médias ont encore une certaine utilité. Certainement pas dans le commentaire politique et dans l'éditorialisme, là, genre, parce qu'il y a la désinformation, comme on dit, là, dans les médias aussi. Mais j'ai l'impression, en tout cas avec la guerre en Iran présentement, la guerre, que c'est encore pire sur les réseaux sociaux. Et donc, n'importe quelle affirmation, poser la question à des intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, je sais qu'on ne devrait pas, mais c'est comme, à un moment donné, c'est tellement le bordel dans l'information qu'il faut savoir s'il y a une source crédible à ça. Au moins, Grok et puis Perplexity vont vous dire, oui, il y a un article qui en a parlé. Demandez la source à la personne qui a... Là, je ne parle pas juste d'opinion. Si tu dis « je pense que », tu n'as pas besoin d'une source pour ça. Mais des affirmations factuelles, des grosses affirmations factuelles dans le genre la Chine a livré à l'Iran des chasseurs, blabla, là, vient juste de livrer à l'Iran. Demandez des sources. S'il n'y a pas de source, c'est fake. Okay? Puis s'il ne donne pas de source, la personne ou le compte ne donne pas de source, demandez à une intelligence artificielle. Moi, j'ai passé toute la fin de la semaine à poser des questions à des intelligences artificielles. Et puis c'est comme toujours non, il n'y a aucune preuve de non, il n'y a aucun article de. Non. Puis... OK. Donc. Les médias, non, c'est faux. Les médias traditionnels ont une utilité. Justement, il y a quand même, je commence à changer mon avis là-dessus. Même s'il y a une possibilité de désinformation pour les médias traditionnels, il y a aussi un certain, pour les trucs factuels. Pour des trucs factuels, il y a quand même une utilité. De toute façon, on n'est pas nécessairement mieux qu'eux sur Internet. Là. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait, je pense que c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas ici d'être à la botte d'Israël, etc. La perspective stratégique sur ce qui est en train de se passer là, c'est que les États-Unis se désengagent, laissent leurs bases, vous pouvez frapper les bases autant que vous voulez. Encore une fois, aucun navire, aucun avion abattu, aucune base aérienne israélienne détruite, alors que les Russes font ça. Hein, ils ont tiré des salves de 10 missiles hypersoniques sur une base aérienne, puis il ne reste plus rien après. Il n'y a plus de tarmac, il n'y a plus rien. Okay? Donc, des trucs complètement... C'est exactement comme le Venezuela, des trucs invraisemblables, même s'il y a réellement des destructions, parce que l'objectif, comme le dit, comment il s'appelle, Guillaume Ancel, ce que j'expliquais la semaine dernière, c'est de forcer certaines têtes blanches, mais il y a comme, dans le conflit, dans le chaos, il y a de l'ordre. Ce qui n'arrive pas normalement dans un conflit ordinaire. Il y a de l'ordre, OK? Et ce qui s'est passé avec le Venezuela, opération militaire complètement invraisemblable. Puis après ça, genre, il va se passer la même chose avec le gouvernement, le nouveau régime iranien. Trump a dit que ça peut être un religieux. Il veut juste que les gens soient comme, que le prochain leadership soit pas hostile à Israël, normalisation des relations avec Israël, normalisation des relations avec les États-Unis, plus ouvert sur des réformes pour sa population, etc., qu'il soit plus une menace. Donc, la fin de la relation conflictuelle entre l'Iran et certains autres pays, etc. Donc, pas de changement de régime. Trump n'est pas un cinglé, il sait exactement, il est sur une timeline. Pourquoi on dit 4 à 6 semaines? Parce que ça nous amène au maximum. C'est en mai que le chairman, que le directeur de la Réserve fédérale change. Et c'est comme un peu comme le temps limite, parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une baisse des taux d'intérêt. Tu veux que ça coïncide aussi avec une baisse des coûts de l'énergie pour avoir un boom économique avant les midterms. Et donc, si la timeline
s'il y a comme une date limite à la timeline comme ça, c'est que ça a déjà été planifié à l'avance avec l'Iran. Il ne peut pas y avoir eu de frappe sur l'ayatollah et que ça a été annoncé comme ça en dedans d'une heure avec la possibilité de perdre la face alors que ce n'est pas possible de certifier, qu'il aurait pu réapparaître par la suite. Juste le fait de le certifier, c'est la preuve que ça a été convenu d'avance avec l'Iran. Voilà, pas de troupes au sol. C'est à peu près, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je me suis défoncé la voix. Donc, il n'y a jamais eu d'objectif de changement de régime. On a juste à regarder l'Iran, c'est essentiellement dans la continuité de l'Himalaya. Hein, c'est montagneux, c'est dans la continuité de l'Himalaya. Contrairement à l'Irak, c'est un terrain plat, c'est-à-dire c'est très difficile de défendre ça. Hein, c'est un combat de char avec de l'aviation, puis là, tu peux raser puis même à ça. Donc, méfiez-vous de ceux qui continuent à affirmer que Trump est un cinglé. OK, que c'est un suicide politique, etc. C'est calculé. Et on vous poserez des questions à ceux qui continuent à dire que c'est une vraie guerre et qu'il n'y a pas d'entente entre Trump et l'Iran. Comment ça fait qu'il y a 0 navire coulé alors que, comme le dit Exet, la totalité des navires américains peuvent être coulés en 15 minutes par l'Iran. Aucun avion abattu, alors que tu regardes tous les autres cas précédents, etc., c'est complètement farfelu, etc. C'est l'éléphant dans la pièce et personne, tout le monde, tous les géopoliticiens de pacotille font semblant comme parce qu'ils ne veulent pas aller où on va à Radio-Québec dans l'analyse. Nous autres, on regarde ça, puis on se pose des vraies questions. Les autres, c'est rien. Je ne veux pas être méchant, mais d'une certaine façon, c'est comme... comment dire? Whatever. Je veux pas être méprisant, là. Tout ça est dans le cadre de ce qui est en train de se passer présentement. C'est l'apaisement de l'Iran, comme avec Cuba et Venezuela. C'est convenu d'avance. C'est dans le cadre d'une doctrine America First. Si on ramène les troupes, et on est des accords d'Abraham, etc. Ça fait partie du repositionnement stratégique des États-Unis avec la fin du USA, de l'Empire américain, etc. On retire. C'est pour ça qu'on frappe les bases. C'est bon. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec qui nous permettent de sortir cette information-là. On va avoir raison encore une fois. Il n'y aura ni dérapage, ni rien. Il va éventuellement, avant le changement, disons ça comme ça, avant le changement du directeur de la Réserve fédérale et la baisse des taux d'intérêt, il va y avoir une baisse des prix du pétrole. Le conflit avec l'Iran va être réglé. Le conflit avec l'Iran va être réglé. C'est sûr, exactement comme ça a été réglé au Venezuela et avec Cuba, etc. Trump, c'est le maître du chaos, mais tout est ordonné, tout est planifié. Et ça a l'air d'être chaotique pour nous, mais finalement, quand on comprend Patriots are in control et qu'on regarde, je ne vais pas juste dire Patriots are in control et puis là, comme arrangez-vous avec ça, là. C'est pas comme un mantra, là. Patriots are in control. Non, je vous montrer les régularités, là. Et regardez la logique derrière ça. Regardez. C'est comme les régularités et la logique qui montrent que Patriots are in control. Puis en plus de ça, ils publient. Ne vous en faites pas. OK? C'est comme... voilà, on est les seuls à défendre ce truc-là sur Internet. On prend des flèches, on se fait insulter, on se fait traiter de... Combien de personnes m'ont dit que je racontais de la merde cette semaine? Pourtant, on a toujours raison. Ceux qui écoutent les web journaux le savent. C'est toujours des gens qui n'écoutent pas les web journaux qui me rentrent dedans avec des clips de 10 secondes. OK. Voilà. Donc, si vous avez les moyens de nous aider, de continuer à maintenir cette ligne unique, originale et surtout véridique sur l'information qui clarifie tout, l'info comme nulle part ailleurs. Vous savez comment faire, il y a des différentes façons, hein, par la poste. Les chèques en euros, c'est à mon nom, Alexis Cossette-Trudel. Le reste, c'est au nom de Radio-Québec Inc. Par Interac, Bitcoin et voilà, par carte de crédit, etc. On n'aurait pas pu imaginer si on était mort financièrement il y a comme en 2018 ou en 2020, ben on n'aurait pas ces informations-là maintenant. Et donc, ça nous permet de continuer. Vous mettez du gaz dans la voiture, c'est ça. Puis nous autres, on les fait, les web journaux, vous mettez du gaz dans la voiture. Voilà. OK? On n'a pas de paywall.
Normalement, c'est du bon contenu qu'on a, là. On n'est pas là à répéter des lieux communs, tu sais, des poncifs habituels là, sur les plateaux, des gens. Trump veut contrer la Chine. Tu sais, c'est comme des espèces d'affaires. As-tu vraiment réfléchi à ce que tu dis, là? Tu n'as pas une vision d'ensemble, t'es pas. Really, là, c'est vrai. Trump veut contrer la Chine. C'est ça ton analyse, là? Voilà. OK. On n'est pas comme ça. On prend des risques et donc, voilà. Allez, on se donne rendez-vous. À défaut de la Troisième Guerre mondiale, on se donne rendez-vous probablement. Je vais probablement décanter un peu. J'ai tellement eu de pression cette semaine. On se donne rendez-vous fort probablement dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang. Merci hein, à vos soutiens. Il y a des gens qui m'encouragent, il y a des gens qui me défendent sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça compte. Quand quelqu'un me rentre dedans avec des espèces d'arguments, puis là, comme je vois comme 2-3 personnes qui embarquent dans le fil et puis qui prennent ma défense, là, c'est comme... Parce que prendre ça tout seul, c'est lourd. OK? Merci. Merci à ceux qui le font. Ciao la gang.